Est-ce qu'on peut essayer pendant un instant de ne rien faire du tout? Peut-être les yeux ouverts ou fermés, mais de ne pas se dire ça y est, on va méditer, ça y est, on essaye de mieux respirer, de se concentrer, de se détendre. Juste on est assis ou allongé et c'est tout. Et on peut peut-être observer quand on décide de ne rien faire, qu'est-ce qui émerge et qui veut faire malgré tout. Est-ce que c'est si simple que ça de ne rien faire? Est-ce que c'est même si facile à comprendre que ça, ce que ça peut vouloir dire, ne rien faire? Est-ce qu'on est vraiment en train de ne rien faire ou est-ce qu'on est en train d'appliquer, de créer ce qu'on croit être ne rien faire? Et maintenant, est-ce qu'on peut intentionnellement venir observer le corps, l'état du corps, et ça ne demande pas de faire grand-chose. Il n'y a pas à se concentrer, à préciser, à révéler. Juste mettre un tout petit peu d'intention sur le corps. Peut-être que l'expérience reste très vague et très confuse. Si c'est le cas, on ne cherche pas à affiner. Ou peut-être qu'il y a quelque chose de très précis, de très aigu qui nous appelle.
Et dans ce cas, on ne cherche pas nécessairement à élargir. On est là avec ce qui est là. Quelle est l'expérience quand je décide juste de tourner légèrement mon attention vers le corps? Et puis maintenant, mon intention peut être de m'ouvrir à l'expérience du cœur, à l'expérience émotionnelle. Je n'ai pas besoin de définir clairement ce que c'est l'expérience du cœur. Je pense juste à poser mon attention sur le cœur et je vois bien ce qui émerge. Je ne cherche pas à créer ce que je crois qui est attendu de moi. Rien n'est attendu, tout est déjà là. Et puis ce que j'appelle l'esprit. Là encore, je ne cherche pas à définir, à intellectualiser, à circonscrire. Juste, qu'est-ce qui vient quand je décide de tourner mon attention vers l'esprit? Est-ce qu'il y a des pensées en présence? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que
il semble pas y en avoir, ou alors elles sont difficilement perceptibles. Peut-être qu'il y a une pensée, comme ça aurait pu être le cas d'une émotion ou d'une sensation physique, qui est très aiguë, qui prend toute la place. Et à nouveau, ne rien faire. Est-ce que j'essaye de ne rien faire? Est-ce que je fais tout ce que je peux pour ne rien faire? Est-ce qu'il y a de la tension? Comment est-ce que j'entre en lien avec l'expérience? Est-ce qu'il y a du rejet? Est-ce qu'il y a de l'attachement? Est-ce qu'il y a des croyances, des jugements sur ce qui devrait être bien, bon, réussi, ou sur ce que je fais mal, sur ce que je rate, sur ce avec quoi j'échoue?
Et peut-être, si c'est compliqué, cette idée ou cette formule de ne rien faire, peut-être voir si laisser faire est plus aidant. Laisser faire le doute, laisser faire la confusion, laisser faire le rejet ou l'attachement, laisser être le corps, laisser être les pensées. Si je ressens le besoin de m'ancrer à un objet précis comme le souffle ou le corps, laisser faire ce besoin, ne pas lutter. Quelle est l'expérience juste maintenant? Est-ce qu'il y a de l'effort, de la tension, de la résistance? Et si c'est le cas, je ne fais rien de ça, je ne cherche pas à le rejeter, je ne cherche pas à me détendre, je laisse être. J'ai à ce moment-là la grande chance de pouvoir observer comment c'est quand je résiste, comment c'est quand il y a du doute, de la tension, des croyances, dans le bien ou dans le mal.
Et est-ce que c'est possible pour les dernières minutes de cette assise de continuer à juste être là, ce qui ne veut pas dire être bien, être détendu, être concentré, être pleinement éveillé. Juste voir si c'est possible de rester avec l'expérience telle qu'elle est. Et voir peut-être comme peut-être il est impossible de ne rien faire ou de laisser faire. Mais peut-être qu'il est possible de laisser être cette impossibilité.
Est-ce qu'il est possible de continuer à ne rien faire? Aujourd'hui, je vais vous lire un très court texte de Thich Nhat Hanh, du livre qui s'appelle Toucher la vie, qui s'appelle Sommes-nous sûrs de nos perceptions? Et les perceptions, c'est souvent le moment où c'est le moment où on commence à souffrir, en fait, les perceptions. C'est vraiment ce moment où un contact, que ce soit une pensée, la parole de quelqu'un, quelque chose qu'on a vu, un son, et conscientiser, entre en contact avec nous, et puis il y a un ressenti qui découle de ça. Le contact est agréable ou désagréable, plus ou moins, ou ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, et puis tout d'un coup il est associé au prisme de toute notre histoire, nos souvenirs, nos schémas, nos habitudes. Et c'est là, en fait, où il y a perception. Et c'est là où souvent on commence à élaborer tout un tas de choses et à croire tout un tas de choses sur ce que la personne en face nous a dit, sur ce qu'elle pense, parce que tout est vu, tout est ressenti au prisme de nos habitudes, de nos peurs, de nos vulnérabilités. Et puis c'est pareil pour l'autre, et puis c'est pareil pour tous les autres. Et donc ça crée beaucoup d'incompréhension, de conflits, d'impression, d'étrangeté. Et je pense que c'est vraiment important de travailler, d'observer en fait nos perceptions et de voir en quoi elles sont très... ce serait quoi le mot? Très habitées, très habitées émotionnellement. Ouais. C'est absolument pas neutre. Et donc ce petit texte, c'est « Sommes-nous sûrs de nos perceptions ?» Au Vietnam, dans mon pays, au XVIIe siècle, il y avait un jeune couple. Le jeune homme s'appelait Truong et sa jeune femme venait d'un village appelé Nam Xuong. La guerre s'était déclarée et le jeune homme fut mobilisé. Il devait partir. Sa femme était enceinte, mais il dut quand même partir pour le front. Ils pleurèrent beaucoup. Le jeune homme resta 3 ans dans l'armée avant de pouvoir retourner chez lui. Le jour de son retour, sa femme est très heureuse de le revoir. Elle se rend à l'entrée du village avec son petit garçon, et quand ils se rencontrent, ils pleurent de joie. Dans notre tradition, au Vietnam, il faut annoncer aux ancêtres les événements importants, et dans chaque maison, même très modeste, l'autel des ancêtres occupe la position principale. Chaque jour, on nettoie l'autel, on change l'eau dans le vase de fleurs, on met un bâtonnet d'encens. C'est une pratique quotidienne pour toucher nos racines. Au village des Pruniers, nous pratiquons les 3 et les 5 touchés de la terre. Les familles vietnamiennes pratiquent aussi toucher les ancêtres par l'offrande d'une fleur ou d'un bâton d'encens. Si vous avez une fille qui se marie, il faut en faire part aux ancêtres. Ils ont le droit de le savoir et vous avez le devoir de les informer. Et si votre fils vient de recevoir un diplôme, il faut l'annoncer aussi. Vos ancêtres vont en être très heureux. Vous vivez de telle sorte que vous êtes reliés à vos ancêtres. Je pense que c'est très important. Le sentiment d'être isolé, aliéné, vient d'un mode de vie trop individualiste. On ne voit pas le lien entre nous et les autres, ou entre les ancêtres et nous. C'est pourquoi il faut pratiquer pour s'entraîner à toucher ces liens-là. Donc, la jeune femme va au marché afin de pouvoir préparer une offrande, un repas à placer sur l'autel.
Et quand elle est partie, le jeune papa essaye de convaincre le petit garçon de l'appeler papa. Mais l'enfant refuse en disant « Non, monsieur, vous n'êtes pas mon papa. Mon papa est quelqu'un qui vient chaque soir, et ma maman parle longuement avec lui, et elle pleure longtemps avec lui. Et chaque fois que ma maman s'assoit, il s'assoit aussi. Chaque fois qu'elle s'allonge, il s'allonge aussi. » Alors, tout le bonheur du papa s'évanouit. Il devient comme un bloc de glace. Vous savez ce que c'est un bloc de glace. Par moments, votre bien-aimé devient un bloc de glace. Quand sa femme revient du marché, elle sent qu'il s'est passé quelque chose. Son mari ne la regarde plus, ne lui parle plus. Alors elle continue à préparer silencieusement l'offrande dans la cuisine. Quand elle a terminé, le jeune homme place l'offrande sur l'autel, déroule une natte, allume l'encens et touche la terre devant les ancêtres pour leur annoncer son retour. Ensuite, il roule la natte sans laisser sa femme toucher la terre à son tour. Elle se sent humiliée. En fait, son mari pense qu'elle n'est plus digne de se présenter devant l'autel parce qu'elle l'a trompé. Au lieu de rester avec sa famille et de se réjouir de leur réunion, il va au bar pendant toute la journée pour noyer sa souffrance. C'est une chose que beaucoup d'entre nous font aussi. Ils ne savent pas comment traiter leur souffrance et ils utilisent les drogues, l'alcool. Les jeunes de notre temps souffrent beaucoup et ne savent pas quoi faire pour trouver un soulagement, pour pouvoir transformer leur souffrance. Alors ils cherchent autre chose, la drogue, l'alcool ou le suicide. Il faut que quelqu'un les aide, vous êtes là pour les aider. Pendant 3 jours de suite, l'homme ne rentre qu'à 2 heures du matin. Sa souffrance est trop grande. Jamais il ne parle à sa femme, jamais il ne la regarde. Et la souffrance de la femme est très grande aussi. Le 4e jour, elle n'en peut plus. La souffrance est trop forte pour elle. Elle se jette dans la rivière et se noie. On se donne la mort quand on ne voit pas d'issue. Le jeune homme, après avoir appris la nouvelle, se rend à la maison, et cette nuit-là, il reste avec son petit et allume la lampe à pétrole. Soudain le petit commence à crier « Monsieur, monsieur, voilà mon papa !» Et il désigne l'ombre de son papa sur le mur. Vous savez, mon papa vient chaque nuit, et maman lui parle, des heures, et maman pleure beaucoup, et chaque fois que ma maman s'assoit, il s'assoit aussi. La vérité éclate. Le monsieur qui est venu chaque soir est l'ombre de sa maman. En fait, elle a beaucoup attendu. 3 ans, c'est long. Un jour, le petit garçon est rentré du village et a dit « Maman, chaque garçon, chaque fille a un papa. Où est mon papa ?» Alors elle a désigné son ombre sur le mur et a dit « Voici ton papa. Tu peux lui dire bonjour papa, bonsoir papa. » Et elle a parlé à l'ombre. Maintenant, la vérité éclate. Mais il est trop tard. Des perceptions erronées. Nous tous qui sommes des mortels, nous avons des perceptions erronées chaque jour. Il ne faut pas trop se fier à nos perceptions. Notre conjoint, notre partenaire aussi est sujet à des perceptions erronées. Alors il faut s'entraider à voir plus clairement et plus profondément. Il ne faut pas se fier trop vite à nos perceptions, c'est une chose enseignée par le Bouddha. Êtes-vous sûr de votre perception ? Je vous encourage à écrire sur votre belle main cette phrase sur une carte. Êtes-vous sûr de votre perception ? Puis de l'accrocher sur le mur de votre chambre. Il faut faire très attention. Il y a une rivière de perception en vous. Il faut vous asseoir au bord de cette rivière et contempler vos perceptions. La plupart de nos perceptions sont erronées, a dit le Bouddha. Êtes-vous sûr de votre perception ? La question vous est adressée, et c'est une cloche de la pleine conscience. Vous avez fait des erreurs, l'autre personne a fait des erreurs aussi, et vous avez besoin l'un de l'autre pour pouvoir sortir de vos perceptions erronées. La souffrance et la douleur sont nées des perceptions erronées. Certains portent en eux des perceptions erronées jusqu'à leur mort, et cela suscite beaucoup de souffrance, beaucoup de malheur. Les gens du village ont entendu parler du suicide de la maman et sont venus à la maison du jeune homme. Ils ont organisé des funérailles. Ils ont érigé un temple pour elle. Ce temple existe encore au Vietnam, au bord de la rivière. Le temple de la dame Nam Xiong. Tout le monde a entendu parler de son histoire, mais je ne sais pas combien de personnes ont appris quelque chose avec cette vraie tragédie. Si tous les deux avaient connu le 4e mantra, ils auraient pu l'éviter. Si le jeune mari s'était présenté devant sa femme et lui avait dit « Je souffre beaucoup, je souffre profondément, il faut que tu m'aides, il faut que tu me dises quelle est cette personne qui a l'habitude de venir te voir chaque soir, avec qui tu parles longuement et qui s'assoit chaque fois que tu t'assois. » C'est une chose simple, vite faite, et pourtant il a fait autre chose.
l'acte juste, l'action juste. Dans le sentier des 8 pratiques justes présentées par le Bouddha, il y a l'action juste et la parole juste. Prononcer le mantra, c'est l'action et la parole juste. Si le mari avait dit le mantra, la dame aurait eu l'occasion de s'exprimer, et ils auraient évité la tragédie. La jeune femme aussi aurait dû venir à lui et prononcer le mantra. Mon bon mari, je souffre profondément, il faut que tu m'aides. Pourquoi, depuis que je suis rentrée du marché, tu ne me parles plus, tu ne me regardes plus? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'horrible pour être traitée de la sorte? Il suffit d'une demi-minute pour accomplir l'action juste, et la tragédie aurait été évitée. Mes amis, je souhaite de tout mon cœur que vous ne fassiez pas la même erreur. N'agissez pas comme Monsieur Trong, comme Madame Namgyong, je vous en prie. La prochaine fois que vous souffrirez, si cette souffrance a été provoquée par la personne que vous aimez le plus au monde, recourez à l'action juste, prononcez le 4e mantra. Chérie, je souffre beaucoup, je souffre profondément, il faut que tu m'aides à sortir de cette souffrance, il faut que tu m'expliques. C'est ça le langage de l'amour.